Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un appel à 2 journées de grève générale a été lancé ces 30 et 31 mars en Guinée-Conakry par l'opposition. Objectif, inciter le gouvernement à procéder entre autres à une baisse du prix du carburant. Au Gabon, l'Union nationale, le parti d'opposition est en proie aux divisions. Les jours à venir seront déterminants pour l'Union nationale. Les détails dans quelques instants. Et divergence de chiffres entre les autorités ivoiriennes et le Fonds monétaire international au sujet du taux de croissance de la Côte d'Ivoire au terme de l'année 2015. Les détails, c'est également dans quelques instants. Et c'est aujourd'hui que sera investi à Bangui Faustin Archange Touadéra, élu à la présidence le 14 février 2016 en Centrafrique. Plusieurs chefs d'État sont attendus ce mercredi dans la capitale centrafricaine pour cette cérémonie d'investiture qui marque la fin de la transition dans le pays, transition menée depuis janvier 2014 par Catherine Samba-Panza. En Guinée-Conakry, l'opposition appelle les Guinéens à observer des journées villes mortes. C'est mercredi et jeudi, 2 journées de grève généralisée visant à protester contre le refus du gouvernement de baisser les prix des produits pétroliers. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. La plateforme de l'opposition guinéenne a décrété les 30 et 31 mars 2016 journée ville morte sur toute l'étendue du territoire. Les membres de l'opposition veulent profiter de cette manifestation pacifique pour demander aux autorités de revoir à la baisse les prix du carburant. Ils souhaitent également que les conditions de vie des Guinéens soient améliorées d'une manière générale. L'opposition guinéenne avait déjà signé il y a 2 ans de cela au moins des accords avec le parti au pouvoir. Ces accords n'ont pas été normalement respectés. Il y a beaucoup de points qui ont été ignorés par le pouvoir. Le second élément, l'opposition parle de la baisse du prix du carburant qui impacte réellement la vie du citoyen guinéen. Pour apaiser la tension, les observateurs préconisent une concertation nationale entre les gouvernants et l'opposition. Ils estiment que cela renforcera la démocratie et favorisera un climat social stable. Il faudrait absolument que le pouvoir accepte de négocier avec l'opposition. Je dis négocier parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de négociation en Guinée. Parce que entre les deux partis, ils se rencontrent mais ils ne négocient pas. Parce que chacun campe à ses points et chacun sa réclamation reste derrière. Donc ce qui serait mieux pour éviter le pire, parce qu'avec les manifestations, le pire est possible. Donc il serait judicieux qu'il y ait vraiment un pacte de confiance entre l'opposition et le gouvernement pour régler ensemble les problèmes. Outre les journées villes mortes projetées par l'opposition les 30 et 31 mars 2016, l'UFDG, dirigée par Cellou Dalein Diallo, a annoncé une marche des femmes du parti de la commune de Kaloum. Cette marche est prévue le 4 avril 2016. Elle vise à exiger la libération des militants de ce parti de l'opposition détenus dans les prisons du pays. Je vous le disais en titre, après la scission du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, c'est désormais au tour du parti de l'opposition, l'Union nationale. L'ancien secrétaire exécutif adjoint et membre fondateur de ce parti politique a annoncé la séparation du parti. Les détails dans ce reportage de Douglas Ntoutoum, notre correspondant au Gabon. L'Union nationale, une des plus grandes formations politiques de l'opposition gabonaise, est officiellement divisée en 2 ailes. Il y a d'une part celle conduite par le président Zakari Miboto et l'autre dirigée par l'ancien secrétaire exécutif adjoint Gérard Ella. La scission a été prononcée par Gérard Ella, qui revendique être l'héritier du défunt secrétaire exécutif et membre fondateur de l'Union nationale, André Mbaobam. Ceux et celles des Gabonais qui ont adhéré à ce parti par conviction et tous ceux qui tiennent encore à cet héritage commun, légué par André Mbaobam, doivent me suivre pour qu'ensemble, nous puissions réaliser le moment venu le rêve d'André Mbaobam. Ce n'est pas dans l'utopie, ce n'est pas en demandant des transitions. Non, nous n'avons pas besoin de transition. Nous allons partir aux élections et nous allons battre Ali Bongo dans les élections. Déjà en proie à des turbulences internes suite au départ de l'ancien Premier ministre Jean Yegendong et du groupe dit des souverainistes, le parti qui vient de tenir son premier congrès appelle au départ du président Ali Bongo Ondimba du pouvoir. Cependant, le parti n'a rien perdu de son ambition de diriger le pays malgré les 2 tendances qui le caractérisent désormais. André Mbaobam a tracé la voie. Nous devons, au lieu de nous préoccuper des affaires
de Delta Synergie et de la discussion d'héritage entre les Bongo et compagnie, nous organiser à libérer le Gabon, notre vrai héritage, notre vrai... L'Union nationale est l'un des principaux partis de l'opposition gabonaise. Le décès en avril 2015 d'André Mbaobam a cependant affaibli la machine et accentué les divisions. Mais aujourd'hui, chaque bord affirme n'avoir rien perdu et être capable de poursuivre le combat entamé par le défunt secrétaire exécutif, celui de l'alternance. Dans l'actualité également, l'élection présidentielle tchadienne fixée au 10 avril prochain, la campagne du mouvement patriotique du salut rencontre une grande effervescence à N'Djamena, la capitale. Le président sortant Idriss Déby Itno, candidat à sa réélection, a déjà frappé fort avec un important meeting. Un reportage de notre envoyé spécial Mahamat Ramadan avec les commentaires d'Anne-Marie Diaz-Borges. Les membres de la direction de campagne du mouvement patriotique du salut, MPS, pour la ville de N'Djamena, ont effectué lundi 28 mars 2016 une tournée de sensibilisation dans la capitale tchadienne. L'occasion pour eux de passer le message de leur candidat à la présidentielle, le président sortant Idriss Déby Itno, aux militants et sympathisants. Les femmes et les jeunes du parti ont répondu présents au rendez-vous dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Je suis ému et comblé, et les mots me manquent en ce moment précis pour exprimer toute ma joie et toute ma satisfaction pour voir autant de femmes réunies en cette circonstance exceptionnelle, pas pour danser, pas pour fêter, mais pour soutenir un homme, un candidat, celui de l'espoir et de l'émergence qui est nommé Idriss Déby Itno. Pour les membres de la direction de campagne du MPS, le bilan quinquennal du candidat de l'Alliance au pouvoir est positif et visible dans le pays. Ils appellent par ailleurs les militants, notamment les jeunes et les femmes, à accorder leur voix aux candidats de l'émergence pour la continuité et la préservation des acquis socio-économiques. À travers votre présence, c'est tout le Tchad en général qui est ici présent pour soutenir le candidat de l'Alliance. Candidat de la jeunesse qui monte. Candidat de la femme autonome. Je vous remercie de cette présence massive. Cela affirme encore plus votre solide engagement dans la voie de l'espoir qui illumine le chemin de notre candidat Idriss Déby Itno. Les femmes et les jeunes militants du candidat de l'Alliance, le président sortant Idriss Déby Itno, se disent motivés pour le scrutin présidentiel du 10 avril. Ils comptent aller à la rencontre des N'Djaménois dans les jours à venir afin d'expliquer le projet de société de leur candidat pour une victoire au premier tour. Et sachez que dans le cadre de ces élections au Tchad, mais également celles prévues à Djibouti, vous pourrez suivre chaque soir à compter du 31 mars sur notre antenne et en direct de N'Djamena et Djibouti, nos émissions spéciales dédiées à ces scrutins, un débat des présidentielles à 19h30 GMT, un débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. Et en Côte d'Ivoire, le taux de croissance de l'économie aurait atteint plus de 10% en 2015 selon les autorités ivoiriennes, une prévision supérieure à celle du FMI qui table sur un taux de croissance de 8,6%, 8,6% pour la Côte d'Ivoire dont l'économie se relève progressivement après 10 années d'instabilité politique. Deogracias Podo. Le Fonds monétaire international avait évalué à 8,6% le taux de croissance de la Côte d'Ivoire en 2015. Mais les autorités ivoiriennes ne sont pas du même avis. Le pays aurait connu plutôt une croissance économique de 10,3%. C'est ce qu'a révélé lundi 21 mars 2016 le président Alassane Ouattara. Depuis 2012, la croissance économique de la Côte d'Ivoire a atteint un taux moyen de 9% grâce à un certain nombre de réformes engagées dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture. Très souvent des divergences entre les autorités locales et les estimations du FMI. C'est une histoire de base de calcul et de statistiques. Généralement, les méthodologies d'estimation ne sont pas les mêmes entre les autorités locales et les institutions
l'échelle internationale, ça ne concerne pas uniquement le FMI. Je pense que la Banque mondiale a aussi ses propres estimations. Mais cela dit, entre 8, 7 et 10% de croissance des autorités locales, je pense qu'on est quand même sur un taux de croissance qui est très très élevé. A priori, on est plus proche, en réel, on est plus proche des estimations locales que des estimations FMI. Avec pour ambition d'atteindre l'émergence en 2020, les autorités ivoiriennes ont élaboré un programme national de développement estimé à plus de 29 milliards de francs CFA. Dans sa mise en œuvre, il est prévu le développement de mécanismes censés attirer davantage d'investisseurs en vue d'accroître les potentialités du secteur privé. Entre 8, 7 et 10%, je pense que l'investisseur sait qu'il est dans une zone en forte croissance et je pense que quand on arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une réalité qui est palpable. Concrètement, c'est ce qui rassure vraiment les investisseurs. La croissance est beaucoup plus rapide que la pression de l'endettement, donc il y a encore une marge de manœuvre sur l'endettement pour investir dans la dépense d'investissement concrètement pour l'État, et le secteur privé suit. Il y a énormément d'investissements qui sont faits par les acteurs privés, donc naturellement cela va dans le sens d'une continuité de la tendance à la forte croissance. En février 2016, les experts du Fonds monétaire international avaient jugé satisfaisants les résultats économiques de la Côte d'Ivoire durant les 4 dernières années. Du côté d'Abidjan, l'on reste toujours optimiste. Le gouvernement ivoirien s'engage à poursuivre le chantier du développement économique entamé depuis 2012 au lendemain de la crise post-électorale. Du football également dans l'actualité avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et pour en parler avec nous, José Douglas, notre journaliste sportif. Bonjour José. Bonjour Zara. Alors, avant d'en venir au match, un mot José sur la CAN en tant que telle. La CAN qui est la plus importante compétition internationale de football du continent. Exactement, c'est la 3e compétition mondiale de football en termes d'audience cumulée en télévision derrière la Coupe du Monde de la FIFA et le championnat d'Europe des Nations, c'est-à-dire l'Euro. La Coupe d'Afrique des Nations se tient tous les 2 ans. Le nombre de participants à la phase finale n'a cessé de croître et se chiffre à 16 depuis 1996. La première édition s'est disputée en 1957 avec 4 pays inscrits, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. En 1962, le tournoi fut divisé en 2 phases, la phase de qualification et la phase finale. La phase de qualification se déroulait selon un système d'élimination directe avec des matchs aller et retour. En 1992, la phase de qualification est devenue une phase mixte avec l'addition d'un système de poules. En 1996, le nombre de participants à la phase finale passe de 12 à 16 avec le retour parmi la famille du football africain de l'Afrique du Sud qui fut d'ailleurs pays hôte. Et puis les 16 participants à la phase finale seront répartis en 4 poules de 4 équipes chacune. Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale et les 4 équipes victorieuses en quart de finale vont disputer les demi-finales, d'où émergeront les 2 finalistes, bien sûr, qui s'affrontent pour déterminer le champion. Et puis il faut savoir, Zara, que le vainqueur de la CAN représente l'Afrique lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA. Et on revient maintenant avec vous, José, sur les résultats de la 4e journée des éliminatoires. On peut d'ores et déjà dire que certaines équipes ont quasiment leur billet pour les qualifications. Exactement, vous avez bien vu. Et d'après le classement dont nous disposons, il s'agit tout d'abord du groupe F, où le Maroc s'est littéralement envolé avec 12 points et creuse l'écart avec le Cap-Vert, donc qui possède que 6 points. Nous allons enchaîner avec le groupe G maintenant. Et l'Égypte qui fait son grand retour sur la scène continentale, premier avec 7 points à 2 journées de la fin, suivi du Nigeria avec 2 points seulement. Enchaînons avec le groupe H maintenant. Le Ghana également a pris le large et s'est éloigné du Rwanda et de Maurice. En groupe J, l'Algérie a son ticket déjà en poche, reste à confirmer pour les 2 prochaines journées. En groupe K, OK pour le Sénégal. En groupe L, le Zimbabwe a quasiment validé aussi son ticket. D'accord. Et parallèlement à cet optimisme, beaucoup d'incertitudes en revanche au sujet de certaines équipes. Je pense notamment à l'équipe tunisienne. Exactement. Alors tout d'abord, le groupe Azara. Rien n'est joué pour la Tunisie. 6 points. Donc Tunisie, 7 points plutôt. Et qui est devancé par le Libéria, 9 points. En groupe B, la RDC, 9 points, va tout faire pour conforter sa place de leader devant Centrafrique. En groupe C, situation compliquée pour le Mali, 10 points, talonné par le Bénin
qui possède 8 points. En groupe D, le Burkina Faso, l'Ouganda se tiennent dans un mouchoir de poche. Attention au Botswana. En groupe E, pour Guinée-Bissau, Congo et Zambie, rien ne joué. Peur sur la ville, pour utiliser un terme de film ou un titre de film. En groupe I maintenant, la Côte d'Ivoire a du mal à décoller et le Soudan et Sierra Leone veillent sur son faux pas. Le Gabon est qualifié, vous le savez, d'office. Et puis en groupe M, à Yaoundé, à Douala et partout dans le pays, on tremble pour le Cameroun qui est sérieusement menacé par la Mauritanie. Et puis en septembre, même au mois de juin aussi, on saura vraiment quelle est la tendance et les pays qui iront au Gabon. Je pense que vous aussi, vous aimeriez bien voir ces matchs. Absolument. Merci beaucoup, José, pour votre éclairage. Merci. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.